du régime alimentaire des puffins, donc de l'archipel de Zambala. Les tracteurs. Des traceurs, pardon. Les traceurs écologiques. Les traceurs, moi j'ai dit ça, tracteurs. Ouais. L'utilisation des traceurs écologiques pour l'étude du régime alimentaire. Vous avez la parole, mademoiselle. Ok, merci Monsieur le Président. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Intissa Theb, doctorante en sciences biologiques en 3e année. Je suis inscrite à la faculté des sciences de Tunis et je fais ma thèse au sein du laboratoire des écosystèmes et ressources aquatiques au département halieutique à l'Institut agronomique, national agronomique de Tunis. Donc, moi, je fais ma thèse sur l'écologie trophique des goélands, 2 espèces de goélands, le coffet et Dodouin, et 2 espèces de puffins, Yulkouin et Cendré, nichant dans l'archipel de Zambra. Et aussi, je travaille sur leur capture accidentelle dans les engins de pêche. Mais dans cette présentation, comme le titre indique, je vais parler sur l'utilisation des traceurs écologiques ou les isotopes stables dans l'étude de l'écologie trophique des puffins, notamment les puffins cendrés et les puffins Yulkouin, nichant dans l'archipel de Zambra. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est isotope stable. Donc, revenons un peu à la chimie. Donc, les isotopes stables sont différentes formes d'un même élément chimique. C'est des atomes avec même numéro atomique Z, mais différents nombres de masse A. Et cette différence de nombre de masse A, elle est due à la différence du nombre de neutrons. Donc, on a 2 catégories d'isotopes. On a les isotopes légers. C'est bon, là. On a des isotopes légers et des isotopes lourds. Les isotopes légers, je cite l'exemple du carbone 12 et l'azote 14. Donc, ce sont des éléments chimiques qui ne désintègrent pas au cours du temps, d'où leur nomination isotope stable. Donc, chaque organisme vivant assimile des isotopes tout au long de sa vie, qui ne changent pas. Et les signatures isotopiques du carbone et celles de l'azote représentent depuis la fin des années 70 une large gamme d'applications en écologie, dont l'une est l'étude de l'écologie trophique des oiseaux et des mammifères sauvages. Donc, ces isotopes stables sont utilisés comme traceurs écologiques ou traceurs écotrophiques des organismes sur la base du postulat « je suis ce que je mange ». Donc, ces isotopes stables reflètent l'alimentation ou nous donnent l'information sur l'origine des sources de nourriture. La proie, est-ce qu'elle est d'origine terrestre, pélagique, benthique ou d'eau douce? Il nous donne aussi information sur les préférences alimentaires des consommateurs en tenant compte le facteur d'enrichissement d'un niveau trophique à un autre, c'est-à-dire d'une proie à son prédateur. Il nous renseigne aussi sur le positionnement trophique des consommateurs et nous facilite la mise en évidence des compétitions trophiques intra- et interspécifiques. Donc, cet outil repose sur le principe d'accumulation des isotopes lourds des éléments dans les tissus des consommateurs qui utilisent prioritairement les isotopes légers de ces mêmes éléments. C'est-à-dire, le consommateur utilise les éléments légers des proies, c'est-à-dire par exemple comme le carbone 12, et accumule les éléments lourds, voilà, accumule des éléments lourds. Donc, en analysant les ratios isotopiques de plusieurs sources de nourriture et en les comparant à celles d'un consommateur, on peut déterminer quelle source qui contribue au régime alimentaire de tel consommateur ou tel groupe trophique. Je dis ici que les isotopes stables ne donnent pas vraiment l'espèce consommée, mais le groupe ou le taxon. C'est pas comme l'analyse des contenus stomacaux nous donne précisément quelle espèce a consommé l'animal.
Donc, pour les avantages des analyses des isotopes stables, donc contrairement aux méthodes classiques traditionnelles des analyses des contenus stomacaux, qui fournissent de l'information récente sur l'alimentation du consommateur, donc les isotopes stables intègrent des périodes de temps plus ou moins longues. Ils nous renseignent en plus sur l'alimentation à long terme du consommateur. En plus, l'analyse des contenus stomacaux souffre du fait que la proie au sein du tube digestif, elle est très rapidement digérée et biaisée quantitativement. Du coup, c'est à cause du différents taux de digestion par rapport aux différentes proies. Par exemple, on trouve des tissus mous, des tissus durs dans les proies, donc c'est très difficile à déterminer ces proies. Je cite l'exemple des exosquelettes des poissons et des otolithes sont retenus dans l'estomac, donc on peut connaître c'est quelle espèce a mangé l'animal. Par contre, pour les tissus mous, on ne peut pas après savoir qu'est-ce qu'il a mangé. C'est très difficile. Donc, comme plusieurs prédateurs marins, plusieurs de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, d'oiseaux marins migrateurs, peuvent coexister spatialement dans des zones de reproduction pendant leur période de reproduction et s'alimenter aux périphéries de leur zone de reproduction. Mais cette coexistence, elle cause des concurrences intenses pour l'alimentation, pour les ressources alimentaires. Donc, dans ce contexte, l'objectif de notre étude, c'est d'investiguer à partir des isotopes stables du carbone et de l'azote, la présence ou non d'une ségrégation alimentaire entre deux puffins congénériques, deux espèces congénériques de puffins, le puffin cendré Calonectris diomédé et le puffin Yulkoan, Puffinus Yulkoan, nichant dans l'archipel de Zambra. Donc, passons maintenant à la partie matériel et méthode. Donc, pour commencer, je commence par la présentation du site. Donc, l'archipel de Zambra se situe au nord-est de la Tunisie. C'est une aire marine protégée. C'est un parc national et une réserve de la biosphère de l'UNESCO depuis 1977. C'est une zone d'importance pour la conservation des oiseaux depuis 1998 et cet archipel est classé comme aire spécialement protégée d'importance pour la Méditerranée depuis 2001. Donc ce site, cette aire marine protégée, c'est un point chaud pour les oiseaux marins, jouant un rôle prépondérant dans leur cycle de vie, offrant un habitat diversifié en servant de zone de refuge, de reproduction et de nourricerie. Donc, je passe à la présentation des espèces étudiées. Donc, le puffin cendré et le puffin yulkoan appartiennent à la famille des Procellaridae. Ce sont des espèces marines pélagiques insulaires qui vivent très grégaires. Ils nichent dans des terriers. Ces individus ne sont à terre sur le site de reproduction que la nuit, sauf pour parader et couver. D'ailleurs, nous, quand on a fait l'échantillonnage, on a travaillé le soir jusqu'au l'aube. Et la femelle pond un seul œuf non remplacé en cas d'échec. Et aussi, ce sont des bons plongeurs et susceptibles d'effectuer d'importants déplacements en mer. Aussi, pourquoi nous avons choisi spécialement pour travailler sur ces oiseaux? Pour le puffin cendré, parce que la population des puffins cendrés à Zambra, c'est la plus grande population estimée en Méditerranée, estimée à 140 000 couples à Zambra. C'est une espèce dont sa population elle est en déclin et son statut sur la liste de l'UICN, elle est en préoccupation mineure. Donc, cette espèce, elle fait sa reproduction à Zambra et pour hiverner, elle migre vers l'océan Atlantique. Idem pour le puffin yulkoan. C'est une espèce classée sur la liste rouge de l'UICN. C'est une espèce classée aussi vulnérable depuis 2012.
Elle est emblématique et endémique de la Méditerranée. Et sa population globale, elle est estimée à presque 11 000, entre 11 000 et 54 000 couples global en Méditerranée. Et pour hiverner, cet oiseau migre vers la partie, vers la rive orientale de la Méditerranée et migre vers la mer Noire. Donc, arrivons à l'échantillonnage. Donc, l'échantillonnage s'est étalé sur 2 saisons de reproduction des oiseaux en 2015. On a travaillé en 2015 et en 2016. On a échantillonné 2 types de tissus, des tissus inertes qui sont les plumes et les tissus, un tissu actif qui est le sang. Pourquoi nous avons choisi, pour les plumes, on a choisi de travailler sur 2 types de plumes, voire 3, parce que on a échantillonné des plumes d'hiver et des plumes d'été. Les plumes d'hiver, ce sont les plumes qui sont mues pendant l'hiver, c'est-à-dire pendant la phase d'hivernage, dans le site d'hivernage. C'est-à-dire, c'est dans la partie orientale de la Méditerranée ou la mer Noire pour les puffins et le coin, et dans l'océan Atlantique pour puffins cendrés. Donc, ça reflète l'alimentation à l'Atlantique. Pour les plumes d'été, ça reflète l'alimentation pendant la phase de reproduction, c'est-à-dire ces plumes ont été mues à Zembra. Généralement, c'est les plumes des couvertures, les primes primaires. Pour le sang, il reflète l'alimentation durant les 2 à 4 semaines qui précèdent le moment d'échantillonnage, c'est-à-dire lui aussi, il reflète l'alimentation pendant la phase de reproduction. Donc ça, c'est le tableau récapitulatif de nombre d'échantillons par espèce, par catégorie et par plume. Donc pour caractériser aussi la composition isotopique des proies potentielles de ces oiseaux, on a mesuré la signature isotopique du carbone et de l'azote au niveau des poissons pélagiques échantillonnés des Zembra, et on a aussi utilisé les résultats des signatures isotopiques du méduse, krill et copépode à partir du travail de Cardona en 2012. Et ces zooplanctons ont été échantillonnés aussi en Méditerranée. Donc, tous les échantillons ont suivi une série d'étapes préanalytiques. Nettoyage, lyophilisation, broyage, pesage et encapsulation. Et après, les mesures du carbone et de l'azote ont été faites à partir d'une équation standard par la spectrométrie de masse isotopique, et on a fait ces analyses au laboratoire de Lemar à Brest en France. Idem pour le calcul des niveaux trophiques, on s'est basé sur une équation standard. On a utilisé pour chaque tissu son facteur d'enrichissement, et on s'est basé aussi sur la signature isotopique de l'azote du premier consommateur, qui était utilisé comme référence. Donc, les analyses statistiques ont été faites par logiciel R. Arrivons maintenant au résultat. Ça, c'est 2 graphiques qui illustrent les résultats. En haut, c'est les résultats des plumes primaires, secondaires et des plumes des poussins, des puffins cendrés et puffins yulkoins. Et en bas, c'est les signatures isotopiques du sang par rapport à celle des proies potentielles. On va voir ça après en détail. Donc, commençons par les signatures isotopiques du carbone et de l'azote chez le puffin cendré. Donc, pour comparer la signature isotopique des adultes et des poussins, on a échantillonné, on a utilisé plutôt les plumes primaires 1 qui font leur mûre pendant la phase de reproduction des adultes, et on les a comparées avec les plumes de couverture des poussins. Aussi, on a comparé le sang des adultes et des poussins. Qu'est-ce qu'on va trouver? On a trouvé que les signatures isotopiques du carbone et de l'azote les plus élevées ont été enregistrées chez les adultes, ce qui renforce l'hypothèse de la ségrégation alimentaire
entre les adultes et les poussins des puffins cendrés. Donc, comme vous voyez, je rentre un peu à la figure. Comme vous voyez les signatures en bas du carbone, c'est négatif. Plus on est à droite, oui. Plus on est à droite, plus la signature de carbone elle est grande. Plus on est à gauche, plus la signature isotopique de l'azote, du carbone, elle est moins élevée. Et aussi, les signatures isotopiques grandes reflètent que l'alimentation a été prélevée à partir des eaux peu profondes, des zones nitritiques, et la signature isotopique qui est basse reflète l'alimentation qui a été ramenée à partir du large de la mer. Donc, pour les adultes des puffins cendrés, ils se nourrissent dans les zones proches de leur zone de reproduction, alors que pour les poussins, sont nourris par des proies à signature isotopique de l'azote plus faible à partir des zones éloignées de leur zone de reproduction. Pour comparer les signatures isotopiques hors et pendant la phase de reproduction, on a utilisé les signatures isotopiques des plumes primaires et secondaires. On n'a presque pas trouvé de différence, c'est-à-dire pas d'effet de site, et ça suggère que certaines plumes secondaires pourraient être muées pendant leur voyage de retour migratoire ou pendant la fin de la saison de reproduction et non pas pendant la phase d'hivernage. Il faut conclure, mademoiselle. Oui, mais passer à la conclusion. Je passe très vite. Donc, pour le puffin yulkouan, on a comparé des puffins. On a trouvé que les signatures isotopiques du carbone sont plus élevées chez les adultes, alors que l'azote était similaire. Ça suggère une ségrégation de l'origine alimentaire de différentes zones de pêche, c'est-à-dire que les parents fournissent à leurs jeunes des aliments d'un niveau trophique similaire utilisés pour l'autosuffisance. Je passe. Pour la comparaison des deux espèces, on a utilisé le sang. Donc, le sang les signatures isotopiques du carbone étaient plus élevées chez les puffins cendrés, alors que les signatures isotopiques de l'azote, elle était similaire. Idem pour les plumes. Donc, cela signifie que pour s'alimenter, les puffins yulkouans s'éloignent de l'archipel de Zembra plus que les puffins cendrés, et que le large intervalle du carbone des puffins cendrés suppose que dans leur colonie, il existe des individus qui ont choisi différents habitats d'alimentation. Et nous avons posé des GPS c'est pas très clair dans le schéma. On a posé des GPS sur des adultes de puffins cendrés. On a trouvé les mêmes résultats que David Grémier et ses collègues en 2014, que ces espèces, pour s'alimenter, ils parcourent des distances de moyenne 400 km avec un maximum de 1920 km. Mais malheureusement, on n'a pas pu poser ces GPS sur les puffins yulkouans vu leur petite taille de colonie. Donc, là, une nécessité d'études télémétriques pour les puffins yulkouans. Donc, pour les proies potentielles, les calonitrices Diomédée... Mademoiselle, passez à la conclusion, s'il vous plaît. Non, il faut passer. Vous avez dépassé votre temps presque de 7 minutes. Je m'arrête. Conclusion. Donc, dans la présente étude, les méthodes isotopiques indiquent que pour coexister, les deux espèces de puffins nichant dans l'archipel de Zembra suivent une ségrégation spatiale de l'alimentation. Les puffins yulkouans s'alimentent plus dans le large que les puffins cendrés. Les puffins cendrés s'alimentent principalement des poissons pélagiques puis des zooplanctons. Le régime alimentaire des puffins yulkouans est mixte entre zooplancton et poissons pélagiques, notamment les petits poissons pélagiques, et presque pas de différence des niveaux trophiques entre les deux espèces. Donc, pour approfondir ces recherches et quantifier la ségrégation spatiale lors de la recherche de l'alimentation, des dispositifs de suivi pour
pour le suivi de l'ère de l'alimentation des puffins et Yolkouan de l'archipel de Zambla serait très utile. Donc cette étude a aussi mis en évidence l'importance des aires marines protégées dans la conservation des différentes espèces d'oiseaux de mer, en particulier les espèces migratrices qui cohabitent la même zone pour se reproduire. Et merci pour votre attention.